Ok. C'est parti. Normalement, il n'y a aucune question piège. Après, de toute façon, s'il y avait des sujets que vous ne vouliez pas aborder, on passera à la question d'après. On fait tout le montage qu'il faut, donc on enlève toutes les parties superflues, les bugs, les choses comme ça. D'accord, ok. Donc s'il y a quelque chose qui me déplaît, mais je ne vois pas trop ce Non, mais normalement, mais... on ne pose pas de questions pièges. Non. Et Par vous, contre, on avait beaucoup de questions. Oui. C'est un format long, hein, donc vous avez vraiment le temps de développer. Hein. Si vous voulez nous raconter en détail. Moi, je n'ai pas grand-chose à raconter en fait, parce que moi je suis plus vraiment en activité moi-même. Même si je monte encore, je vais vous raconter tout ça. Bah, vous montez encore, vous êtes là en pantalon. Bah, je monte encore en piste, ouais, Oui, je sais. Voilà. Vous montiez ce week-end, non là Non, non, parce que mes chevaux sont en Californie. Et puis tout est pareil. Et là maintenant tout est arrêté. Ouais. J'ai un cheval avec lequel je fais les grands prix là-bas. Et on va, je vais les déménager au Kentucky. Ah ouais. Ok. C'est parti. Vous êtes prêts? Bonjour Eric. Bonjour. Alors comment vous présentez et faut-il vous présenter Eric Navet? Vous êtes le plus grand représentant des sports équestres français d'abord, qu'il existe à ce jour, je crois. Plus grand, je ne sais pas. Je pense qu'il y en a d'autres qui ont eu des belles carrières également. C'est vrai. Mais votre nom résonne aujourd'hui dans le monde entier et pour cause. Déjà, votre palmarès incroyable vous précède, mais aussi parce que vous êtes un représentant, un porte-parole du sport. Vous l'avez vu évoluer, vous l'avez fait évoluer. Donc pas de surprise, Eric, même si je pense que ce ne soit pas nécessaire pour la plus grande majorité de nos auditeurs, on va quand même essayer de reprendre quelques-unes de vos performances, quelques-uns de vos grands titres. Vos premiers championnats se déroulèrent en 1976 à Bruxelles, en 1977 en Suisse, c'était des championnats d'Europe junior. Vous étiez en fait sur le bon film, vous avez eu de premières médailles. 75 d'abord, le premier championnat d'Europe, j'en ai fait 3 à la suite. Donc 75, 76, 77. En 84, vous êtes sélectionné pour les Jeux de Los Angeles avec Stador. 90, médaille d'or individuelle et par équipe aux Jeux équestres mondiaux à Stockholm, en Suède, avec le seul, unique, Quito de Bossi. 91, médaille d'or en individuel, 4e par équipe au championnat d'Europe à la Baule. C'était en France avec Quito de Bossi. Médaille de bronze par équipe aux Jeux Olympiques de Barcelone avec Quito encore. Vous étiez à ce moment-là numéro 1 mondial sur la World Ranking List. 1993, médaille de bronze par équipe au championnat d'Europe à Ripon en Espagne avec Quito. 14, médaille d'argent par équipe aux Jeux équestres mondiaux de la Haye avec Quito de Bossi. 2 fois champion de France en 97 et 98 avec Alligator Fontaine. Médaille d'argent par équipe aux Jeux équestres mondiaux de Rome avec Atu Bizini. Ensuite 2002, médaille d'or par équipe et d'argent individuel au JEM de Jerez. Et cette fois dans un cas puisque vous étiez en Alpes, je m'en souviens. 2004, médaille d'or au championnat de France avec Dollard Lumonier. Vous étiez membre de l'équipe de France, vainqueur de la Samsung Super League et sélectionné aux Jeux Olympiques d'Athènes avec Dollard. Outre toutes ces médailles, ce qu'on retient de vous, c'est donc votre dévouement pour le sport, aussi votre style à cheval. Vous vous êtes impliqué, vous avez accompagné l'évolution du sport, et on va en parler évidemment. Du coup, pour commencer, et c'est peut-être pas la question la plus facile qu'on vous pose, est-ce que vous pourriez nous parler de vous? Vous avez accepté 2 fois notre demande d'interview, d'abord en pensant se croiser en France, et ensuite quand on a su qu'on venait ici, on vous a écrit. On le sait parce qu'on l'a entendu, on sait que vous êtes quelqu'un de très attentionné, de très généreux. Est-ce que vous pouvez vous présenter et nous parler de votre personnalité, de votre histoire? Alors ça c'est difficile. Évidemment c'est toujours difficile de parler de soi-même. Je pense que je suis quelqu'un que les gens apprécient. Je pense que je suis aussi quelqu'un, je suis sociable, peut-être pas très social. C'est-à-dire que je suis dans ma bulle, j'adore ce que je fais, ce que j'ai fait toute ma vie et toute ma carrière, c'est le contact des chevaux, d'être au chevaux évidemment en permanence et d'être à cheval et aussi à pied avec les chevaux.
Quand je dis pas très social, c'est parce que je préfère être avec mes chevaux que dans les événements mondains dans lesquels j'ai toujours été un petit peu difficile d'assister, et surtout dans les moments où, comme vous l'avez dit, j'ai eu des grands résultats, j'ai eu beaucoup d'obligations. Comme c'est pas tellement mondain, on dirait, pour moi c'était toujours des moments pas très agréables. J'ai toujours préféré être avec mes chevaux plutôt que d'être dans des endroits où je devais faire des figures. Maintenant, ça fait partie du jeu, et c'est vrai que j'avais ces obligations-là pour représenter mon sport, et c'est des choses qu'il faut faire. Mais c'est pour ça que je dis pas très sociable, mais très sociable, oui, sûrement. Je suis pas quelqu'un de compliqué, je ne crois pas. Et puis, j'ai toujours aussi fait attention à mon image, l'image qu'on dégage. Je pense que quand on a des résultats à haut niveau, je pense qu'on s'expose d'une certaine manière. Moi, j'aime pas tellement m'exposer, me mettre devant les autres. Et je me suis exposé de par mes résultats surtout. De par la façon dont je communique avec les chevaux aussi. Mais m'exposer sur le plan humain, me mettre devant de la scène, c'est pas tellement mon truc. Donc voilà comment je me décrirais. Je pense pas être la pire personne à supporter par son entourage. Je pourrais leur poser la question. J'ai une anecdote qui me vient de mon papa, qui vous a dit il y a fort longtemps, à Deauville en concours. Votre groom apportait le cheval qui avait donc marché du camion jusqu'à la piste, et à l'entrée du paddock, le mort était monté à l'envers. Et vous avez souri, gentiment, démonté le mort vous-même, remonté le mort, et vous êtes parti à cheval très calmement, ce qui n'est pas toujours le cas entre les relations cavalier-groom. Ça fait aussi partie de votre personnalité, de votre caractère. Oui, je crois que moi, en tant que cavalier, c'est à moi de contrôler que le travail est bien fait. Et même si j'ai 100% confiance dans mon groom, je vais toujours faire le tour du cheval avant de monter dessus. Je vais toujours contrôler tout. Je suis un petit peu un maniaque de ça aussi. J'ai vraiment le souci du détail. Et toujours à la recherche de la perfection. Donc je ne vais pas monter sur un cheval avant de tout contrôler. Même si je suis avec un groom qui travaille avec moi depuis des années, je vais toujours être très attentif à ça, parce que l'erreur est humaine. Moi je fais des erreurs, et pourquoi un groom n'en ferait pas? Et donc c'est mon souci d'être sûr que tout soit parfait avant de monter sur le cheval, mais je le fais aussi à l'entraînement. Avant de monter sur le cheval, je vais faire le tour, je vais tout contrôler si tout est bien, je vais regarder le mort, je vais toucher, je vais voir s'il est bien réglé, je vais tout contrôler. Donc normalement, il n'y a pas grand-chose qui doit m'échapper quand je suis à cheval. Pour reprendre avec le début et le commencement de votre histoire, votre père a été, et je l'ai lu dans une interview de Grand Prix, votre seul entraîneur réellement. Il vous a non seulement mis à cheval, mais aussi accompagné tout au long de votre carrière. Il était éleveur, agriculteur et cavalier. Quel rôle est-ce qu'il a joué dans votre carrière? Est-ce que vous pourriez nous dire un peu ce qu'il vous a apporté à la fois en tant que personne et dans votre façon de monter, dans votre motivation? Alors d'abord en tant que personne et surtout en tant qu'homme de cheval. C'est mon père qui m'a tout appris. Mon père était un homme de la terre, il était agriculteur, il avait des bovins, il faisait des cultures, il avait des chevaux. Donc à la maison on faisait beaucoup nous-mêmes. Moi mon premier rôle ça a été de débourrer les jeunes chevaux à 2 ans, 2 ans et demi. Au plus fort de l'élevage de mon père, il y avait entre 30 et 40 lumières. Donc ça fait beaucoup de chevaux qui arrivent tous les ans, beaucoup de poulains qui arrivent. Faire tous les débourrages à 2 ans et demi, c'était mon job. Et puis préparer les jeunes chevaux, 3 ans et demi pour les préparer pour les 4 ans, et puis faire les jeunes chevaux pour les 5 ans. Donc mon père m'a appris évidemment toutes ses connaissances par rapport aux chevaux, parce qu'il était non seulement éleveur, mais il avait été cavalier de haut niveau, il avait monté au niveau international.
Il a même été sélectionné pour les Jeux Olympiques de Mexico en 68, auquel il n'a pas pu participer à cause d'un coup de pied. On allait voir ses poulains au champ, et un poulain qui avait un coup de pied dans la cheville, il s'est cassé la cheville, il n'a pas pu partir au jeu. Il était dans l'équipe, il était sélectionné. Donc c'est un cavalier de très haut niveau à son époque. Donc il m'a tout apporté. Alors sur le plan homme de cheval, comme je le disais, parce qu'on faisait beaucoup de choses nous-mêmes, la seule chose qu'on ne faisait pas, c'est de ferrer les chevaux. Referrer bien sûr, mais un cheval qui perd un fer, bon, ça c'était évidemment mon job, mais j'aurais aimé le faire, mais ferrer un cheval non. Par contre tout le reste. Et ça allait jusqu'aux castrations. Mon père faisait des castrations lui-même. C'est-à-dire que tous les mâles qui ne voulaient pas garder entier, je les castrais lui-même, il m'a appris à le faire. Et après quand je suis le faire, c'est moi qui faisais tout seul, Il me laissait cette responsabilité. Donc j'ai même appris à castrer des petits-là. Et après les débourrages et tout ça. Et puis ma formation, je l'ai faite notamment sur les jeunes chevaux. Mais avant ça, à mon époque, quand j'étais plus jeune, quand j'étais gamin, j'ai commencé à monter avec un trotteur que mon père avait acheté quand j'avais 12 ans. Et c'est là que j'ai commencé à compétition. Avant ça, je jouais avec les poneys, voilà, comme tous les gamins, les fils d'éleveurs à l'époque, on jouait avec les poneys. De temps en temps, sur les concours régionaux en Normandie, il y avait soit une course de poney avant le Grand Prix, ou soit une petite épreuve de poney. Et notamment, c'était plus souvent des fils d'éleveurs qui faisaient ça. Et les éleveurs amenaient un poney dans le camion pour leurs gamins, et puis on faisait soit la course du poney tout autour du terrain, ou alors on faisait une petite épreuve de poney. Et je me souviens même qu'une année, à Canizy, près de Saint-Lô, il y avait eu une puissance pour poney. Et j'avais un poney qui mesurait 1m45, c'était 1m50 avec j'ai gagné le Grand Prix sur un mur. Et on était un peu casse-cou, évidemment. Et après ça, donc sur les chevaux, à partir de. J'ai commencé à 12 ans sur un trotteur. À cette époque-là, il y avait un petit peu des trotteurs qui faisaient du concours, c'est ça, totalement disparu. C'était des chevaux qui, même s'ils galopaient pas très bien, c'était des chevaux très généreux, qui étaient très courageux. Et ce cheval qui s'appelait Alex J, c'est lui qui m'a mis en confiance, c'est lui qui m'a tiré sur les classes D et sur les petites épreuves de junior. Après ça, j'ai monté la jument que on était 4 enfants dans la famille, j'étais le 4e, le dernier, et on a tous débuté en concours avec la mère du Tito, qui s'appelait Urgente V, qui était une petite fille de la sœur des 2 chevaux de mon père qui m'ont amené mon père au niveau international. Donc ça c'était vraiment la souche principale de mon père. Et donc Tito descend de cette souche-là également. Et les 4 enfants ont débuté en concours avec la mère de Tito. Pour la petite histoire. Voilà. Et puis après ça, dans les juniors, un cheval qui s'appelait Brooklyn, qui était un top cheval. C'est lui qui m'a amené à ce niveau-là, qui était dans le championnat d'Europe junior, c'était déjà un bon niveau. Et puis j'en ai fait 3 à la suite. Et en individuel, j'ai fini respectivement 6e, 2e et 1er. Et, ça c'est intéressant pour l'anecdote, dans mon premier championnat d'Europe junior, c'était en Autriche, à Dornbirn. Devinez qui a gagné, qui était champion d'Europe, Nils Felton. Chez les Suisses, il y avait Thomas et Marcus Fuchs. C'était vraiment l'époque, c'était chaud. Hein. Et l'année d'après, j'ai fini 2e derrière Franz Luther. La dernière année, j'ai gagné. Michael Whittaker était 3e. Robert Smith était 4e. Deuxième médaille d'argent, c'était Véronique Lastapal qui est devenue la femme de Michael Whittaker. Donc c'est assez drôle, quoi, ces noms qui sont restés. Vous le disiez, vous avez beaucoup appris au contact de votre père et principalement aussi comment gérer un cheval, comment écouter les chevaux. Et c'est quelque chose que j'ai lu d'une interview qui était donnée par votre élève, Charles Cook, qui disait qu'à votre contact, il avait également appris à s'occuper d'un cheval, à être attentif aux marqueurs de santé, un exemple assez classique au volume d'eau que les chevaux boivent, à savoir reconnaître les signes de fatigue, d'inquiétude. Est-ce que c'est ça pour vous, être un homme de cheval, savoir le lire, savoir lui prêter toute notre attention?
Alors, pour moi, être un homme de cheval, c'est avant tout, au-delà des connaissances, parce qu'évidemment, on dit tous, être homme de cheval, c'est connaître les chevaux. Mais je dirais même connaître tout, l'anatomie, connaître comment ils fonctionnent, mentalement, physiquement, leurs besoins, etc. C'est ça, être homme de cheval. Mais je dirais, avant tout ça, c'est comprendre l'animal. Pour moi, l'homme de cheval, c'est celui qui comprend l'animal et qui devine les pensées de l'animal. Et c'est l'interpréter. Pour moi, c'est ça avant tout, parce que si vous savez faire ça, alors vous savez bien le traiter et vous savez ce dont il a besoin. Alors après, ça va au-delà de ça, évidemment. Mais avant tout, c'est la compréhension de l'animal. Ça va comprendre comment il fonctionne. Et pourquoi ils comprendraient quand on leur apprend des choses en permanence. Mais à pied et à cheval, du reste. Et en gros, on leur apprend des choses. Et c'est pas seulement nous. Mais ce que je veux dire par là, c'est que on apprend la façon dont on doit demander. C'est-à-dire, si on sait comment ils fonctionnent psychologiquement, on sait comment leur demander les choses. Alors, monter, travailler sur plat, travailler avec ça, tout. On a le même but avec tous les chevaux parce qu'on a des besoins très très précis sur la piste. Plus on va vers le haut niveau, plus on a des besoins très très précis. On doit être précis. Donc le comportement du cheval en piste doit nous permettre, nous cavaliers, d'être précis. On peut être précis, si le cheval ne se comporte pas comme il faut, on ne va pas pouvoir être précis. Et après au niveau, il n'y a pas droit à l'imprécision. Donc, amener les chevaux à un degré de précision tel qu'il n'y a pas d'improvisation sur la piste. Donc on doit leur apprendre tout un tas de choses pour arriver là, sur le plat, sur l'obstacle. Mais comment leur apprendre ça? Il n'y a pas un chemin, il y a plein de chemins. Parce que ça dépend de la nature du cheval, ça dépend de son degré d'émotivité, ça dépend de son degré de compréhension, son relationnel avec l'humain. Et il y a plein de moyens d'y arriver, mais le but reste le même, c'est d'être précis en piste. Alors, comme tous ces moyens d'y arriver sont différents, on doit savoir comment interpréter chaque cheval et comment lui apprendre sur le plat, comment l'éduquer, comment l'entraîner. Et ça, je crois que c'est ça le propre d'un vrai homme de cheval, au-delà des connaissances, du cheval à proprement parler, du physique. Moi, je commence par le mental. On a un peu cité votre palmarès un peu plus haut, un peu plus tôt, je veux dire, par l'interview. Quito de Bossy, Alligator Fontaine, de l'Arbre Mûrier, Brooklyn, plutôt, à Toulouse. Ce sont des chevaux et des noms qui ont largement marqué votre carrière. Est-ce que vous pourriez nous dire un peu ce que ces chevaux-là vous ont apporté à chaque étape de votre vie de cavalier? Alors, comme je disais, déjà au départ en tant que junior, je parlais de ça. Après, je suis sorti des juniors, il n'y avait pas les jeunes cavaliers à l'époque, donc c'est vraiment un grand saut. Et j'ai eu un petit peu de mal là parce que mon cheval de junior, qui avait tout gagné, a été vendu le soir même du championnat d'Europe, un championnat d'Europe en Suisse. Le cheval a fait 8 parcours dans la semaine, 800 fautes. Il est champion d'Europe. Après l'épreuve, il est essayé par des clients suisses, le cheval est vendu, il reste là. Donc ça a été, pour moi, ça a été un choc émotionnel énorme. Mais c'est comme ça que j'ai appris le métier aussi. Quand on est éleveur, on vit de son métier, et il faut savoir vendre les chevaux au bon moment. Et ça avait été très très dur pour moi. Et évidemment, j'en ai voulu à mon père à ce moment-là parce que voilà, c'était le cheval qui m'avait amené là, qui m'avait apporté ce titre-là, qui a mis d'obtenir ça. Et puis, je ne voulais pas me séparer de lui. Et puis bon, c'est comme ça. Donc, mon père m'a appris le métier de cette manière-là. Et puis, il m'a dit, c'est pas grave. Et j'ai dit, il y a championnat de France dans 15 jours, j'ai rien monté. Il m'a dit, il y a 6 ans qu'on vient d'acheter, il va monter au championnat de France.
Et on se retrouve au championnat de France junior. Le premier jour, je fais 12 points. Et j'étais champion d'Europe depuis 15 jours. Donc, à cet âge-là, on est quand même plus vulnérable. Et je n'avais pas encore mon armure, on dira. Je me souviens, j'étais effondré. Et puis je pensais, tout le monde m'attend, je suis champion d'Europe, machin. Tout ça. Mais bon, voilà, donc c'était très dur. Je fais 12 points. Deuxième qualificatif, je fais 8 points. Du mauvais parcours. Et donc j'étais en larmes, et je dis à mon père, bon, c'est bon, on rentre à la maison, et tout ça. Et il se trouve qu'il prenait les 30 meilleurs pour la finale. J'étais 30e. Je dis à mon père, il n'y a rien à voir à la finale, on rentre à la maison. Donc on me dit non seulement tu vas faire la finale, mais tu vas la gagner. Et à cette époque-là, on partait à 0 à la finale. Seul double sans faute, j'ai gagné le champion de France. Ça, c'était une histoire incroyable. Là, j'ai vraiment appris quelque chose de mon père. En plus, dire qu'il ne faut jamais baisser les bras, que vous devez voir. Alors bon, ça, c'était une petite anecdote qui m'a éloigné de votre question. Mais nous, on adore les anecdotes. Et puis, alors après, oui, donc, petit passage à vide, CSIO à Auteuil, parce que le CSIO a été à Longchamp pendant quelques années. Non, c'était à Longchamp, première année de Longchamp. CSIO à Longchamp, sur l'hippodrome de Longchamp, devant les grandes tribunes, la seule fois. Après, c'était au milieu de l'hippodrome. Donc, devant les grandes tribunes, il n'y a pas de cheval. Marcel Rosier me dit, je vais te prêter un cheval de la fédération. À cette époque-là, il y avait des chevaux fédéraux. Et Marcel me dit, il était en international, il me dit, écoute, j'ai un cheval, c'est un cheval qui avait été champion de France avec Christophe Cuillet avant, qui était en pré-retraite, qui était sur le déclin, ça s'appelait Colbach. Et Marcel me dit, je vais te mettre dans le CSIO à Longchamp, je vais te prêter un cheval de la fédération. Alors j'ai été super impressionné. Et évidemment, j'ai pas fait de grosses épreuves avec. Et il m'a dit, tu vas faire cette épreuve-là, c'est une épreuve de vitesse. Il m'a dit, mais je te prête le cheval, c'est pas pour faire figure. Cette épreuve-là, avec ce cheval-là, tu dois la gagner. Et j'ai gagné l'épreuve, et j'ai monté le cheval que dans ce concours-là, j'ai rempli mon contrat, et j'étais super content. Et ça, c'est des souvenirs incroyables. Et puis ensuite, bon, je suis revenu à niveau national, et mes jeunes chevaux, tout ça, ce que j'aimais beaucoup faire. J'avais été un peu sur un nuage, je suis redescendu, comme ça arrive tout le temps avec les chevaux. On monte au ciel, on descend sur terre, et ça va génial. Et puis je me suis retrouvé en 1984 avec un cheval qui s'appelle Stador, qui m'a été prêté par monsieur du village, propriétaire du cheval, et avec des guignons, qui montait le cheval et qui l'a amené à haut niveau. L'année des J, on nous en a beaucoup parlé. L'année des J, la fameuse année des J. Et Hervé me dit, je ne peux pas aller aux Jeux Olympiques avec le cheval, parce que je suis sponsorisé par Moët et Chandon, et à cette époque-là, les professionnels n'avaient pas le droit aux Jeux Olympiques. Il m'a dit, est-ce que ça ne tenterait pas d'essayer d'entrer dans l'équipe? Voilà. J'avais 25 ans, et je n'avais pas encore monté à haut niveau. Et c'était un vrai challenge, quoi. Et j'ai fait 5 concours et les Jeux. J'ai commencé à Auteuil, parce que cette année le CSIO de France était à Auteuil. Seule année où il a été sur le programme d'Auteuil. Je suis second du Grand Prix. J'ai monté le cheval pratiquement au début. Et donc ça m'a donné un ticket pour l'équipe CSIO de Barcelone. Je suis double sans faute dans l'équipe de nation. Après ça, Aix-la-Chapelle. Aix-la-Chapelle, moment très difficile. Je suis pas très impressionné par le lac au milieu. Il y a un grand lac au milieu de la piste. Éliminé le premier jour, je ne voulais pas s'approcher du lac, etc. Là, je me suis dit, bon là, maintenant les périodes olympiques, c'est fini. Marcel me dit, je te mets dans la Coupe de Nation. Marcel, je t'ai éliminé, je me dis, je te mets dans la Coupe parce que ça va être le test. Si tu t'en sors, tu as de grandes chances d'être dans l'équipe. Je n'ai pas passé une très bonne nuit. Je sais que je suis sorti à 4 étapes de la Coupe des Nations. Marcel m'a dit, ok, je te mets à Ixelles, c'est ta dernière chance. Ixelles, double sans faute dans la Coupe, triple sans faute dans le Grand Prix, deuxième du Grand Prix. Ils vont être inscrits pour les Jeux. Et voilà comment je me suis retrouvé à Los Angeles. Avec Stador, j'ai monté 5 concours. Je n'ai jamais eu à la maison. J'avais continué d'entraîner le cheval. Je l'ai monté une fois de temps en temps chez lui, on était quand même très éloigné. J'étais au fin fond de la Normandie, il était à l'est de Paris.
et qui peut monter en concours. Et je me suis retrouvé au jeu comme ça. C'était quand même un moment incroyable. C'est quelque chose d'incroyable qui m'est arrivé. Donc c'était l'épisode de Stade. Après, je ne sais pas si vous voulez qu'on passe au suivant. Et... Si, mais on veut bien continuer. Ouais. Le suivant, c'était Narcos, dont on n'a pas parlé. Narcos, qui était un super cheval. C'est un cheval qui pouvait tout sauter, c'était un cheval d'une bonté incroyable, qui donnait confiance à son cavalier. J'ai eu des bons résultats avec lui. J'étais 5e du Grand Prix de Rome, j'étais 5e du Grand Prix d'Aix-la-Chapelle aussi, avec des super résultats. Malheureusement, il a été victime d'une fourbure pendant le concours de Cannes. Et puis après, bon, il a retourné après, mais ça va diminuer. Et les propriétaires, la famille Broyer, ont confié le cheval, et j'ai trouvé ça génial. Après ça, à Rennes d'Angot. C'est Rennes ou Florian? C'est Florian, je crois que c'est Florian. Et champion d'Europe junior, c'était extraordinaire. Pour la fin de carrière du cheval. Et puis, après ça, c'était les années 90. 88, j'avais une présélection pour les Jeux de Séoul avec Narcos. J'étais dans la balance comme 5e avec Philippe Rosier. Et puis moi c'était difficile, j'avais toute mon organisation, les jeunes chevaux, tous les nationaux, j'étais à mon compte, l'écurie était pleine, partir au jeu sans être dans l'équipe pour aussi longtemps, parce que c'est lui qui fallait partir très longtemps. Ce choix-là il est difficile quand même. C'est un choix difficile, ouais. Mais j'ai décliné 2 fois du jeu, mais bon, c'est qu'on va en parler plus tard. Mais cette fois-là, c'était pas pratique. Et puis Philippe est perdu. Et puis après ça, c'est Quito. Voilà. Quito, le truc est vraiment incroyable. Alors si je commence à parler de Quito, il y a un petit moment. Parlons de Quito. Alors Quito. Quito de Bossy, donc né, élevé chez mon père, élevé par mon père, et de la famille dont je parlais tout à l'heure. Quito de Bossy, donc je l'ai débourré à 2 ans et demi. J'avais débuté à 3 ans et demi, j'ai commencé à travailler pour préparer les 4 ans, il a sauté 4 ans, 5 ans, 6 ans, jeune chevaux. Il n'a pas sauté les 6 ans avec moi, parce que j'étais justement sur le circuit de sélection pré-olympique avec Narcos, et j'étais à Calgary pendant la finale jeunes chevaux de Fontainebleau. Et donc c'est Franck Goubard qui est monté, et Franck Goubard était notre cavalier maison à l'époque. Et il a fait les 6 ans à Fontainebleau avec Franck. Comment les jeunes chevaux avec moi. Et puis, un jeune chevaux, c'était pas un cheval dont on parlait comme d'un crack, comme dans la même génération, on parlait de Kidam de Revel, par exemple. Kidam de Revel, même âge, dans les jeunes chevaux, le cheval faisait vraiment illusion. Il sautait très très fort, mais il était très difficile. Et puis, il faisait vraiment impression. Quito passait plus inaperçu par rapport à Kidam parce qu'il n'était pas spectaculaire. Il faisait son boulot, il sautait beaucoup d'aisance, il était très très sérieux, mais il ne faisait pas des sbroufs. Donc les gens ne remarquaient pas plus que ça. Et puis après, 7 ans, je l'ai monté à 7 ans, nationaux, épreuve nationale, commencé Grand Prix nationaux fin d'année de 7 ans. Il était tellement à l'aise sur le Grand Prix nationaux, début d'année de 8 ans, je le trouve à Bercy, Grand Prix Coupe du Monde. Ça fait vite. Et 2e Grand Prix Coupe du Monde. Je suis au barrage avec Alexandra Lederman, on était 200 faits. Et Alexandra gagne, je suis 2e. C'était pas un cheval très rapide non plus. Alexandra gagne, non pas décroché cette année-là, mais avec une jument qui s'appelle Punition. Et voilà, donc ça a été le premier grand résultat de Quito. Et après, tout s'est enchaîné très vite. Patrick Caron, entraîneur national, à l'époque me dit, je te mets dans l'équipe pour Lucerne CSIO. Premier CSIO. Philippe, je dis Patrick, il est un peu jeune, je ne sais pas s'il faut que je sois dans l'équipe. Il avait 8 ans, c'était tôt le CSIO de Lucerne. Et mois de mai, je crois. Et je me retrouve à Lucerne, d'autres s'imposent dans la coupe, et qui s'imposent Grand Prix, on gagne le Grand Prix. Donc pour la petite histoire, c'est un cheval qui a quand même duré malgré le fait qu'il a donné tout ça à 8 ans.
Ensuite, on a décidé de le mettre à la retraite. Et non pas parce qu'il a eu un accident ou quoi que ce soit, mais parce que je le sentais commencer à baisser de pied. Et je sentais, après 94, on a été médaille d'argent par équipe au championnat du monde, j'ai senti que le cheval baissait un petit peu de pied et que je commençais à être obligé de le solliciter plus qu'avant. Je commençais à être obligé de le porter pour avoir des résultats. Et ça me faisait mal au cœur et j'ai pensé le cheval ne mérite pas ça, quoi. Donc j'ai pensé qu'il était temps d'arrêter. J'ai arrêté après ça. Et le cheval a eu 17 années de retraite. D'abord au Hara chez mon père, et puis ensuite chez moi. Et il est décédé à 33 ans chez moi. Et il est resté chez moi. Je sais pas. C'était quelque chose de très émouvant. Je n'ai pas voulu laisser partir. Voilà. Donc ça, c'est l'histoire de tout. C'est une sorte de ressent beaucoup d'émotions. Ouais, surtout quand j'arrive à ce moment-là. Et voilà, donc après ça, j'ai été encore au prochain championnat du monde. Les championnats du monde ont toujours réussi, parce que j'en ai fait 4 de suite. Et 4 de suite, 6 médailles en championnat du monde. Et ça m'a toujours réussi. 3 médailles d'or, 3 médailles d'argent, 2 individuelles et 4 par équipe. Et après ça, c'était l'épisode à tout désigné qui a été très court, parce que bon, c'était pas vraiment un cheval de ce niveau-là, mais qui était tellement généreux, qui m'a tout donné. Et je me suis retrouvé champion de France avec lui en 98. Et il a tellement bien survolé son championnat de France, il avait beaucoup de résultats que je me suis retrouvé dans l'équipe au championnat du monde. J'ai vraiment bouché un trou là, parce qu'il n'y avait personne d'autre. Et puis on a quand même été médaille d'argent par équipe. Donc ça a été très mémorable. Avec en plus Thierry Commel qui a une médaille d'argent individuelle la même année, donc ça avait été top. Et puis après on est passé à Dollar du Murier, qui était champion de France aussi, et puis RS, les championnats du monde, médaille d'or par équipe, médaille d'argent individuelle. C'est des chevaux qui ont marqué ma carrière. Quand on a évoqué en introduction Bonfils, vous avez dit un super cheval. Et on a listé ensuite tous les super chevaux que vous avez notés. Moi, je me demande, est-ce que tous ces chevaux-là, ils avaient déjà les qualités qu'on aimerait avoir chez un cheval aujourd'hui pour répondre aux exigences du sport tel qu'il est aujourd'hui, tel qu'il se passe aujourd'hui en piste? Ça, c'est une question qui est super intéressante parce que, évidemment, le sport a évolué énormément. Moi, j'ai eu une carrière vraiment très longue, et puis j'ai pu participer, non seulement participer, mais aussi observer le haut niveau depuis la fin des années 70. Et c'est super intéressant, c'est passionnant de voir toute cette évolution. C'est un sport qui a énormément évolué, et on a tendance à dire que d'un côté, c'est plus les mêmes chevaux. Alors je dirais oui et non. Moi je dirais ça différemment. Je dirais qu'il était possible à cette époque-là d'avoir des résultats à très haut niveau avec des chevaux qui ne seraient plus à haut niveau aujourd'hui. Ça c'est vrai. Mais il y a quand même beaucoup de stars de l'époque qui sont encore des stars aujourd'hui. Donc c'est un peu les deux. Mais c'est vrai que il y a eu des chevaux dont il suffisait qu'ils aient de gros moyens et qu'ils soient très courageux, avec un respect un peu plus normal, et qui ne passeraient plus aujourd'hui. Ça c'est sûr. Mais déjà plus des flambeaux, je crois que c'était des génies comme ça, super respectueux, super vite, super. Ces chevaux-là, ils sont encore là aujourd'hui. Et puis, les miens, bon, j'ai pas toujours eu des chevaux non plus qui étaient les plus rapides, les plus performants à la vitesse, peut-être ça de moi, c'est moi qui ne suis pas assez vite. Mais c'est vrai que pour gagner aujourd'hui, ça n'aurait peut-être pas été plus. J'aimerais, par exemple, Kiko de Bossi, c'était un cheval de championnat.
Du reste, j'ai pas gagné beaucoup de grands prix avec lui. J'ai gagné qu'un grand prix du monde, c'était à Amsterdam. C'est la seule fois où j'ai ramené une Volvo, parce qu'à l'époque, j'ai gagné une Volvo quand on gagnait un grand prix du monde. J'ai gagné 2-3 grands prix CSIO, Lucerne, Madrid, mais pas gagné beaucoup de grands prix parce que dans les barrages, Tito, c'était pas le plus rapide. Enfin, ou moi, j'étais pas le plus rapide avec Tito aussi. Et donc aujourd'hui, c'est vrai que ça va encore beaucoup plus vite. Avec lui, je ne pense pas que je pourrais encore gagner de grands prix. Mais ça reste néanmoins un stade de championnat. Ça, j'en suis persuadé. Après, à l'époque, bon, j'avais eu aussi une jument dont on n'a pas parlé, c'est Roxane de Péchy. Alors cette jument-là, j'étais champion de France avec, puis après j'ai été 7 fois champion de France, élite. Mais avec cette jument-là, c'était pareil, c'était une jument, c'était pas une jument rapide, mais c'était une jument pour les grosses épreuves. J'ai gagné un grand prix avec elle, un CSIO, à Lucerne aussi, du reste. Et c'est l'année où j'ai été numéro 1 mondial. J'étais le premier à détrôner John Whittaker de la liste mondiale. Parce que j'avais 2 chevaux de CSIO et j'avais un cheval aussi très rapide qui s'appelait Rosy. Alors lui c'était un cheval très rapide, c'était un cheval du Haras Nationaux qui m'était confié. J'avais gagné 3 épreuves à Calgary avec les épreuves de vitesse. C'était un cheval très rapide. Mais les 2 autres, Roxane et Tito, que j'ai eu la même année en 92, j'avais les 2 à haut niveau et j'ai alterné dans les CSIO. Je faisais que des CSIO. J'ai fait 11 ou 12 CSIO, 11 ou 12 Coupes des Nations cette année-là. Tantôt avec l'un, tantôt avec l'autre. Le fait d'alterner, ça m'a permis de devenir numéro 1 mondial cette année-là. Voilà, pour la suite histoire. Il avait dit un tout petit peu plus tôt, le sport a énormément évolué. Nous, c'est vraiment un sujet qu'on aborde beaucoup avec nos invités et vous êtes vraiment à même d'en parler puisque vous avez vraiment connu ces années-là. Aujourd'hui, le sport a beaucoup changé, les chevaux, les cavaliers, les compétitions ont énormément évolué. Est-ce que vous pourriez nous parler, vous, de cette évolution et ce que vous pensez du sport tel qu'il est pratiqué actuellement? Ouais, alors bon, c'est vrai que j'ai beaucoup de recul. Hein. Grâce à mon grand âge, j'ai beaucoup de recul puisque c'est ma 50e saison de concours consécutive. Et donc, évidemment, j'avais dû passer beaucoup. Et alors, on parlait de l'évolution du sport sur le plan des chevaux. Mais aussi, évidemment, il faut parler de l'évolution du sport sur le plan des cavaliers. Et c'est là, à mon avis, l'évolution la plus grande. C'est-à-dire que je trouve que la technique s'est améliorée considérablement. Mais tout s'est amélioré en même temps, et ça, c'est assez génial. C'est-à-dire que le sport a évolué. Et en même temps, l'élevage a évolué énormément. Et l'équitation a évolué énormément. Ces 3 choses sont mises à évoluer ensemble. Et c'est assez extraordinaire de voir cette évolution. Et je pense qu'aujourd'hui, on est à un point où je me demande comment ça peut évoluer encore. J'ai vu cette évolution en me disant ça va encore évoluer. Et pendant de nombreuses années. Mais maintenant, j'arrive à un point où je me dis, mais comment ça peut encore évoluer? C'est-à-dire la qualité des chevaux que l'élevage produit, la qualité des cavaliers, la technique, le management, tout ce qui est autour, les soins, etc. Tout est d'une précision incroyable. Notre sport s'est professionnalisé d'une manière incroyable. Et c'est top, parce que plus ça va, plus c'est complexe. C'était beaucoup plus simple à mon époque. Beaucoup plus simple, tout était plus simple. Et déjà, il y avait moins de monde. C'était gros. Ça commençait à être technique quand même dans les années 90. Si on regarde les parcours, les Jeux mondiaux, les Jeux olympiques, les années 90, début 90, ça commençait à être beaucoup plus technique. Mais il y avait moins de monde à battre. Il y avait moins de top cavaliers, il y avait moins de top chevaux. Maintenant, un Grand Prix 5 étoiles, les 140 au départ, à 30 ou 35 qui peuvent gagner. La compétition était moins dure parce qu'il y avait moins de monde à battre, évidemment. Et c'est la raison pour laquelle les cracks gagnaient plus souvent. Jacques Milton, il gagnait souvent. Il gagnait beaucoup de grands prix. Maintenant, il n'y a plus un cheval qui gagne autant de grands prix, même les meilleurs du monde. Il y a quand même un petit turnover. Il y en a qu'on voit plus souvent gagner.
À cette époque-là, il y avait les 2-3 cracks qui se partageaient la plus grosse part du gâteau, et puis leur nom revenait tout le temps. Alors c'est surtout parce qu'il y a plus de top chevaux avec des top cavaliers qui ont un top management, qui ont un top entourage, qui ont une top équipe, qui ont des top vétérinaires, qui ont des top soigneurs, ostéopathes, etc. Des ferrures, on en parle, des top maréchals, etc. Et puis déférés, pas déférés. Voilà, ça continue d'évoluer tout ça, c'est extraordinaire. Mais ça devient en même temps de plus en plus complexe. C'est difficile à suivre. Mais c'est génial parce que ça ouvre tout un horizon de nouvelles choses, de nouvelles techniques. Mais moi, en tant que cavalier, parce que c'est mon truc et c'est ce qui m'a toujours passionné, fasciné, c'est vraiment monter, moi, et améliorer ma technique, améliorer mon équitation, c'est de voir comme la technique des cavaliers s'est améliorée. C'est extraordinaire. Et paradoxalement, quand on parle avec nos invités, et nous, on connaît aussi beaucoup de notre expérience de cavalier sur le terrain, on a tendance à dire, à entendre et à penser que l'éducation, la formation des cavaliers dans les équipestres, les littorats, etc., c'est plutôt dégradé. Que le niveau est moindre, en tout cas que les exigences sont réduites, etc. J'aimerais bien avoir votre avis là-dessus parce qu'on est ici aux États-Unis. C'est un marché maintenant que vous connaissez très bien, où les cavaliers commencent la plupart du temps par la discipline du hunter, avec beaucoup d'exigences, etc. Et on a discuté avec pas mal de monde, notamment Quincy et John hier, qui nous disaient que pour eux c'était vraiment une très belle école et que c'était peut-être ces bases-là qui pouvaient manquer parfois en Europe, etc. Comment vous percevez-vous, puisque vous dites qu'il y a de plus en plus de bons cavaliers, or sur le terrain, ce qu'il se dit, c'est aussi que la formation des cavaliers au départ est plutôt moins exigeante. Oui, alors moi je suis tout à fait d'accord avec ça, tout à fait d'accord. Il y a une forme de paradoxe, c'est que je pense que le niveau est plus bas en bas de la pyramide, mais il est plus haut en haut de la pyramide. Alors ce qui se passe entre deux, c'est intéressant. Moi, ce que je trouve extraordinaire ici aux États-Unis, c'est cette formation des cavaliers par une discipline qui s'appelle l'équitation. Je ne suis pas un fan du hunter, mais... je vous avoue que je n'arrive toujours pas à comprendre la différence entre les deux, mais on va rencontrer Henri tout à l'heure, il nous l'expliquera. Ok. En fait, bon, c'est assez simple. En fait, le hunter, c'est le cheval qui est jugé, et l'équitation, c'est plus le cavalier qui est jugé. Donc, pour que le cavalier soit bien jugé, il faut évidemment que le cheval ait un comportement qui permette au cavalier de monter comme il doit monter dans l'épreuve de l'équitation. Mais je trouve que l'équitation, c'est une formation formidable parce que ça apprend au cavalier à bien monter avant d'apprendre au cavalier à gagner, mais gagner au chronomètre, être compétitif. Ça va monter pour gagner. Mais avant de savoir monter pour gagner, il faut avoir acquis les bases. Et les bases, que ce soit sur le plat ou sur l'obstacle, par le moyen de cette discipline qui s'appelle equitation, je trouve ça extraordinaire. Et aux États-Unis, on voit bien les cavaliers de haut niveau, la plupart, des exceptions, et je vous dirai après pourquoi, mais la plupart des cavaliers de haut niveau ont une équitation remarquablement esthétique, tout en étant efficaces. Ils l'ont prouvé. Mais ce que je trouve, c'est que quand vous êtes aux États-Unis, vous êtes là tout le temps comme je le suis, omniprésent sur une côte et sur l'autre côte, le point commun, c'est quand même de voir la qualité de l'éducation des amateurs. C'est que vous voyez, même dans les grosses épreuves amateurs, ce qu'on appelle les highs amateurs, je ne sais pas si vous avez vu quelques épreuves, les finales highs amateurs, c'est des grands prix, 1m45. C'est un bon 2 étoiles. Un bon 2 étoiles. Un bon 2 étoiles. Un bon 2 étoiles. Et vous voyez, combien c'était ce matin, 60, 70? Ouais, 60, 65 fois. Et vous avez vu combien de cavaliers avec une équitation de floral? Point. Et vous avez vu peu de cavaliers avec une équitation esthétique, mais inefficace.
Peu. Peu. Donc ça veut dire qu'on peut allier les deux. Et c'est ce qu'ils font très très bien dans ce pays. Et ça, c'est extraordinaire. Je trouve qu'il y a une formation des cavaliers qui est extraordinaire. Et tous les amateurs, ils montent pareil, vous les voyez, ils montent tous pareil, qu'ils soient éduqués par un professionnel ou par un autre ou par un autre, ils sont tous éduqués pareil. Et pourquoi? Parce que c'est la discipline, l'éducation qui veut ça. Il veut qu'on les éduque de cette manière-là. Et après ça, on leur apprend à être compétitifs et à aller vite. Chez nous, il n'y a pas ça, donc les jeunes, il faut qu'ils gagnent tout de suite, avant d'avoir ces bases-là. Et c'est ça la grosse différence. Maintenant, qu'est-ce qui se passe après ça, pour que les cavaliers deviennent aussi bons en haut de la pyramide? Ça, c'est assez difficile à dire. Bon, moi, je suis plus sur le terrain en France et en Europe depuis presque 10 ans maintenant, donc c'est difficile pour moi de porter une analyse qui soit objective. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'à haut niveau, les cavaliers montent de mieux en mieux et ça continue d'évoluer. Et pas seulement aux États-Unis, évidemment, en Europe aussi, bien sûr. C'est exactement ce que Charlotte et Marc Macaulay nous ont dit ce matin dans une petite interview qu'on a tournée pour nos réseaux sociaux. Je vais citer une autre interview à laquelle vous aviez répondu. Vous avez dit que vous seriez vraiment attristé de voir un jour notre sport aux Jeux Olympiques sans les meilleurs cavaliers du moment. Les chevaux dont nous avons besoin aujourd'hui sont de plus en plus chers. Et vous avez ajouté que d'après vous, ce n'était pas une mauvaise chose, mais qu'il était vraiment difficile de trouver le bon équilibre entre le business et le sport. Est-ce que vous pourriez nous parler de ça? Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il sera encore vraiment difficile de trouver cet équilibre et la balance entre un sport juste, notamment, et le business et l'évolution des compétitions du sport et de tout ce dont on a parlé jusque-là? Ça, c'est l'avantage et l'inconvénient, enfin, c'est l'avantage et l'inconvénient de l'évolution de notre sport. Parce que notre sport, en même temps, c'est énormément professionnalisé, comme je disais tout à l'heure, mais c'est un sport qui reste à un amateurisme fortuné. Alors, évidemment, aucune formule n'est parfaite. Je pense que cet amateurisme fortuné, il a quand même permis à notre sport d'évoluer, peut-être pas techniquement grâce à eux, mais le nerf de la guerre, c'est l'argent, il n'y a pas de secret. C'est-à-dire que pour qu'un sport vive, et pour qu'un sport notamment se professionnalise, il faut de l'argent, il faut qu'il y ait de l'argent. Donc, ce sont ces gens-là qui amènent de l'argent, et ces gens-là sont bienvenus, évidemment. Après, il faut réussir à trouver des systèmes dans lesquels la porte reste ouverte à des cavaliers très talentueux, très travailleurs, qui arrivent à avoir des bons chevaux. Il faut que ça reste accessible pour eux. Moi, j'ai eu la chance d'évoluer vers le haut niveau à une époque où c'était encore possible. Et pas si difficile, dans la mesure où on nous donnait nos chances. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, j'amenais un cheval en Grand Prix nationaux, je gagnais des Grands Prix nationaux, je me faisais remarquer par l'entraîneur national. L'entraîneur national me disait, tiens, je vais te donner ta chance, je vais t'envoyer à l'étranger, dans un CSI, là, et je te donne une chance. Si ça marche bien, je dis bon, bah, c'est bien, je vais continuer de t'envoyer à l'étranger, là, je te mets là, je te mets là, je te mets là. Si ça continue de bien marcher, il vous disait, ok, bon, bah alors maintenant, ça va bien, c'est fiable, je te mets dans une équipe, CSIO. Et puis voilà, et puis CSIO, ça marchait bien dans l'équipe des nations, vous vous retrouviez dans l'événement majeur de la vie. C'était pas plus compliqué que ça. Donc en fait, qui décidait qui va dans tel concours? L'entraîneur national. Vous étiez engagé par la fédération, c'est l'entraîneur national qui décidait qui allait où. Maintenant, ce sont les concours qui décident. Les concours à l'étranger contactent la fédération et disent on organise un 4 étoiles, on veut tel cavalier. Qui veulent-ils? Comme par hasard, les mieux classés sur le classement mondial, parce que pour eux, leur intérêt, bien évidemment, c'est d'avoir l'élite des cavaliers mondiaux. Alors, elle est où la solution pour le type comme moi, qui a son bon cheval, qui se fait repérer, qui gagne? Alors, le Grand National, c'est un outil extraordinaire, parce que ça permet aux cavaliers de s'illustrer à un niveau supérieur à un Grand Prix national classique comme on avait avant le Grand Prix Grand National. Ça a été une idée géniale.
Mais après, qu'est-ce qui se passe? Je veux dire, c'est très difficile pour les cavaliers qui s'illustrent au niveau grand national d'accéder au concours, au gros concours, quoi. Ou alors il faut payer. Il faut prendre une table. Tout le monde n'a pas un sponsor, ou tout le monde n'a pas les moyens de prendre le risque financier et d'acheter des tables pour aller à un concours. Ça, c'est, je veux dire, on arrive à l'entonnoir, hein, on part de la base, et puis ça se resserre, grand national. D'abord grand concours nationaux, grand prix nationaux, grand national, les taux se resserrent, et là on accède, si on peut avoir une petite chance de faire un ou deux, 3 étoiles à l'étranger, et puis après, il se passe quoi? Je veux dire, s'il faut payer, tout le monde ne peut pas le faire. Et ça c'est le côté regrettable, quoi, parce que j'estime que tout le monde n'a pas sa chance, comme moi je l'ai eu à mon époque. Le sport a donc évolué, on vient de le dire, mais le commerce aussi, et de manière drastique. Ouais. Il était commun dans les années 80-90 de voir un bon jeune cavalier avec un peu de talent, un peu de feeling, un peu de tact, qui trouvait un jeune cheval, avec des qualités, un bon jeune cheval, à un prix vraiment correct, qui le faisait évoluer et qui atteignait, comme vous le disiez, étape par étape, le haut niveau en fait, de Grand Prix en première sélection internationale, en première sélection d'équipe. Aujourd'hui, pour faire la même chose, il faut être capable d'investir dans des chevaux, et même quand on les achète jeunes, ils coûtent très cher. Quand on les achète moins jeunes, c'est quasiment impossible à acheter sans avoir un soutien financier derrière, un sponsor. Comment est-ce qu'on fait en 2022 quand on est un jeune cavalier, qu'on a un peu de sens, qu'on a vraiment de l'ambition, de la motivation pour atteindre le niveau, mais qu'on n'a pas derrière une enveloppe qui nous permet d'investir dans les chevaux? C'est très difficile, comme je disais, c'est très difficile parce que ça fait partie du jeu. Il ne faut pas seulement trouver les chevaux, mais il faut trouver de l'argent. Ça fait partie du métier de cavalier, de plus en plus, beaucoup plus qu'avant. Avant, il fallait trouver les chevaux, les développer, l'amener là, puis on nous donnait la chance. Maintenant, il faut se vendre. Et alors, c'est peut-être un mal pour un bien, mais ça fait partie des cavaliers requises, des qualités requises pour un cavalier pour atteindre le niveau. Il faut savoir trouver de l'argent. Donc il y a un côté marketing qui est important. Je pense que les réseaux sociaux font partie de la chance que peut avoir un cavalier s'il sait utiliser les réseaux sociaux. Ça fait partie du relationnel, des relations publiques. Et puis vous savez, croiser les bonnes personnes au bon moment, ça fait partie des opportunités dans la vie. Et il ne faut pas être fermé aux opportunités. Et ça, c'est le meilleur conseil que je peux donner aux jeunes cavaliers, c'est d'essayer de rester très ouvert aux opportunités et aux différentes rencontres qui peuvent intervenir dans votre vie de cavalier. Alors, c'est très difficile parce que pour être bon, il faut être dans une bulle. Et je crois que je suis le mieux placé pour dire ça parce que c'est la qualité de mon défaut, mais le défaut de ma qualité, c'est peut-être que justement, j'ai toujours été tellement dans ma bulle que j'étais peut-être pas suffisamment ouvert à aller vers les gens et de créer ces opportunités qui m'auraient peut-être permis de rester de niveau, d'une façon plus permanente au très haut niveau. C'est peut-être ça qui m'a manqué. Si je fais un retour un petit peu sur ma carrière, j'ai pas eu des carrières comme Whittaker, les Gerberbaum, etc. J'ai pas eu une carrière aussi longue d'une manière omniprésente à très haut niveau. J'ai fait un peu des allers-retours. Et c'est à cause de ça. C'est parce que j'ai toujours travaillé tellement dans ma bulle, enfin dans mon lit, que en fait, j'ai peut-être pas été assez ouvert à avoir plus d'activités, d'ouverture vers les gens. Et même quand j'étais sur les terrains, j'étais tellement dans ma bulle, pas trop ouvert à aller vers les gens. C'est peut-être ça qui m'a empêché de rester d'une manière omniprésente à très haut niveau. Mais d'un autre côté, ça m'a toujours fait du bien de redescendre et de recommencer avec des chevaux plus jeunes. Et puis, parce que j'adore le haut niveau, mais j'adore aussi le trajet qui m'y amène. Et j'ai toujours adoré les jeunes chevaux, j'ai toujours formé mes jeunes chevaux. Le seul cheval que j'ai pas formé moi-même et que j'ai monté au niveau, c'est que je t'adore, puisque
il m'a été confié 3 mois avant le jeu, comme j'expliquais avant, mais sinon tous les autres chevaux, c'est moi qui les ai amenés là. Et j'ai toujours adoré le chemin pour arriver là, parce que c'est extrêmement motivant. Mais ça laisse peu de temps aux relations publiques. Et aujourd'hui, c'est encore beaucoup plus important qu'avant. Parce qu'il faut trouver de l'argent. Alors là, je le disais au début de cette interview, vous êtes un représentant des sports équestres. Vous avez marqué les esprits d'énormément de cavaliers, à l'instar notamment de Kevin Stott, qui témoignait lui-même dans une interview que vous étiez son idole, tout simplement. Je ne le savais pas, j'ai peut-être été pendant un moment. Vous avez tracé par votre réputation une voie que vous avez laissée. Vous avez tracé une voie et vous avez vraiment laissé votre trace, justement. Et comme nous le disions, le sport évolue. Il semblerait quand même que votre réputation soit toujours intemporelle et qu'elle soit toujours remarquable et admirée, même par les plus jeunes générations. Est-ce que vous en avez conscience de ça, du fait d'avoir vraiment laissé une trace derrière vous? Quel compliment vous venez de me faire, c'est plus beau qu'il puisse m'être offert, parce que justement, je pense que j'ai réussi à... Je n'aurais pas la prétention de dire que je suis meilleur que les autres, loin de là, parce que je suis quelqu'un de modeste et je sais où je suis et j'ai été super. Mais par contre, le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est d'avoir, je pense, réussi à évoluer avec mon temps. C'est-à-dire d'évoluer avec mon sport. Et ça, c'est mon côté, c'est mon côté observateur d'une manière obsessionnelle. C'est-à-dire que alors avant, j'observais, j'ai toujours observé énormément sur le côté de la piste. Maintenant, je ne suis plus à haut niveau en Europe, mais je continue d'observer, je regarde tous les grands prix. Je regarde tous les grands prix 5 étoiles. Je continue à avoir la volonté de continuer d'évoluer avec mon sport. Et je trouve mon sport fascinant. Et je trouve que ce que font les meilleurs cavaliers mondiaux aujourd'hui, c'est fascinant. Et je reste fasciné par ce qu'ils font. Et c'est ça qui me permet de continuer d'avancer. Et d'être toujours à peu près à la page de l'évolution du sport. Maintenant, je ne crois pas que les jeunes cavaliers d'aujourd'hui le connaissent encore, et ça, c'est pas un problème. Mais ce qui me plaît, c'est de ne pas avoir l'impression, et j'ai toujours dit à ma femme et à mes filles, le jour où vous sentirez que je suis dépassé, surtout vous me le dites, parce que j'espère, je me rendrai compte par moi-même, mais surtout vous me le dites, ça veut dire qu'il faut arrêter. Parce que je suis toujours aussi motivé par mon sport, et je suis toujours aussi motivé par le fait de monter moi-même. C'est-à-dire aller monter tous les jours mes chevaux, ça reste un plaisir de gamin qui est toujours aussi intense que quand j'étais gamin. Et aussi, aller à la piste, c'est un truc qui m'excite encore. Alors même si je ne suis plus à très haut niveau, mais aller faire des grands prix, même si ce sont des grands prix nationaux, je trouve ça extraordinaire. Et c'est pas tant le résultat qui me motive, mais c'est le parcours. C'est-à-dire ce qui se passe pendant mon parcours. Parce que je suis extrêmement exigeant avec moi-même. Et je pense que l'exigence amène à l'excellence. Je crois que c'est Eric Loradour qui disait ça récemment. Eric Loradour, c'est un garçon que j'apprécie énormément. Et je trouve que ses idées sont les miennes. Et j'ai écouté son podcast avec vous et j'ai trouvé très intéressant. Ça nous fait plaisir. Ça, c'est le meilleur compliment. Ça, c'est bien qu'on puisse recevoir. J'ai vraiment adoré et j'ai retenu cette formule, l'exigence amène à la perfection. Et c'est vraiment moi ce que j'ai toujours recherché. C'est en sachant que la perfection est inatteignable, mais j'ai toujours essayé de m'en approcher le plus possible et ça passe par l'exigence. Je suis très exigeant envers moi-même et je préfère faire un super 4 points où j'ai pensé pas très loin de la perfection que de réaliser un sans faute et je me dis bon, mon cheval m'a sauvé là, ou j'ai pas été très bon sur cette ligne-là, je suis quand même sans faute et parfois on gagne en faisant ça et parfois on ne gagne pas en ayant monté